Mesdames, Messieurs, nous sommes jeudi et tous les jeudis, comme tous les autres jeudis d'ailleurs et les autres jours de la semaine, vous nous retrouvez sur votre émission Nopiden et à la suite du duo Rock et Jennifer, vous avez donc chez vous ce matin le duo Danonde et... Alain. Comment ça va, Danonde? Je me porte très bien chez vous. Ça va, tranquille, de votre côté? Je rends grâce, je remercie l'Éternel d'être ici, d'être au rendez-vous. Et je remercie l'Éternel également, mesdames, messieurs, de vous avoir permis d'être au rendez-vous ce jour. Bonjour, bienvenue dans Nopiden. C'est un honneur, mesdames, messieurs, de vous retrouver donc dans votre émission La Matinale qui vous met la bonne ambiance, la bonne humeur et qui vous donne aussi des informations utiles sur tous les plans et surtout le plat de résistance. Et ce matin, il sera question de nos hôpitaux. Eh oui. N'est-ce pas? Tout à fait. Vous direz encore, oui, encore. D'autant plus qu'ils n'ont pas changé. Oui. Nos agents de santé n'ont pas changé. On va pas cesser de parler. On va toujours parler. Oh oui, les plaintes, on en reçoit chaque jour, on en reçoit toujours. Si ce n'est pas une sage-femme qui a encore mal accueilli une femme enceinte, ce serait peut-être un aide-soignant qui aurait mal répondu à un patient. Il y a toujours des plaintes. Il y a toujours quelque chose. Il faut donc que quelque chose soit fait dans les hôpitaux. Tout à fait. Et nous allons en parler. Mesdames, Messieurs, le rôle des médias, c'est aussi attirer votre attention sur ce qui ne va pas dans le pays et surtout proposer des solutions. Et des solutions, nous allons en proposer avec nos invités sur ce plateau. Mais avant de retrouver tout ce beau monde et dérouler votre émission, nous commençons justement par les merveilles du Bénin. Nous étions à Grand Popo, la cité où il fait bon vivre, la cité où tous les matins vous avez la chance d'avoir de gros poissons. La cité du Dacoin. Ah ouais, la cité du Dacoin. Dacoin avec l'huile de coco, c'est quelque chose. Ah bon? Ah, Dacoin avec l'huile de coco. À l'huile de coco.
Non, c'est délicieux comme ça. Quand vous allez à Grand Popo, il faut demander ça. Au lieu de... Non, comment je vais demander ça? Mais vous m'apportez un plat de dacoué avec le coco, c'est la moindre des choses. Non, on ira à Grand Popo. On va organiser une excursion. Une sortie pédagogique journalistique. Pédagogique pour moi. Merci beaucoup. Ah ben oui, pourquoi pas? Ou bien de recyclage. Recyclage culinaire. C'est pas de votre faute. J'ai juste réclamé un plat de dacoué, n'est-ce pas? C'est pas grave. Allez, merci Danone. En tout cas, c'est une région qu'il faut visiter. Tout à fait. Ouais. Grand Popo, c'est un bon coin, une ville tranquille. Il y a le soleil, il y a les cocotiers. En dehors du sel qui endommage les portails et autres, c'est ce qu'on voit de beaucoup plus quand on va à Grand Popo. Oui, mais en fait, c'est inhérent à toutes les zones en bordure de mer. Ouais. Et c'est pour cette raison que de plus en plus les habitations sont construites dans des matériaux qui résistent plus ou moins à la corrosion, causée par la mer. Mais bon, vous n'êtes pas au bord de la mer, non? Non, pas du tout. Non, on va vous installer là-bas. Comme ça, vous allez avoir les marais tous les matins, tous les soirs. Merci beaucoup de vous préoccuper de moi. C'est important, vous êtes ma colistière. Sur cette émission, vous êtes ma... Laissez les colistiers là-bas. Vous êtes ma Harris. Allez, mesdames, messieurs, comme l'a dit Danone, on laisse les colistiers là où ils sont. Et on revient dans cette émission. Et justement, pour accueillir un autre duo, oui. Ce matin, on a droit à un duo. On a droit à un duo, ça arrive duo très rare. Oui, c'est rare. Oui. Mais ce matin, ils sont là. Mesdames, Messieurs, nous accueillons pour vous les Aigles du Bénin. C'est le nom du groupe de comédiens que nous avons ici ce matin. Chers amis, bonjour. Bonjour, tonton. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Alain. Je m'appelle Alain. Tanti? Non, hein? Ah oui, hein? Quand il y a un tonton, c'est qu'il y a un tanti, une tanti du moins. Non. Quand moi je dis tonton, là, lui, il peut dire tanti. Ah, tanti heureuse. Merci bien. Alors, chers amis, bienvenue sur le plateau de Nopiden. Qu'est-ce que vous allez nous offrir ce matin, vous qui êtes les Aigles du Bénin? Ça commence mal. Tomblo. Tiens quoi? C'est ma question ou quoi? Non, Tomblo, faut pas pleurer. Faut pas pleurer, Tomblo. Tiens quoi, toi quoi? Faut parler le mot. Voilà, je gagne ma vie. Non, faut pas pleurer, avec. Nous, comme il dit, tu vas venir à toi. Ah. Tiens quoi? Ouais, à le pays de Dacia. Non, moi, je n'ai pas encore femme, mais si moi, j'ai marié femme, là, j'ai marié 1, 2, 3, jusqu'à mandat de président. Hein? Oui, j'ai marié jusqu'à 5. Mais dis donc. C'est blabouta. Finalement. C'est blabouta. Pourquoi? Moi, j'ai 2 femmes. Mais ceux qui arrivent pour moi à la maison, c'est moi, mais seul qui sait. Comment? Nous avons un TB. Mais si le coup, quand on ne toque pas, bon, on a osé, mais il y a quoi, il y a un potier. Et ça, nous, je vais dire pour assister au gars de fier qu'on est bien, mais on l'a bien. Ah bon? Fier qu'on est bien, mais on l'a bien. Donc, pourquoi il y a un temps, mais j'ai mis de ma 2000 doigts dit. Pourquoi? À ça, pas. D'ailleurs, oui. À mon d'ailleurs, oui. Et j'ai inscrit pour être aussi à autant pour dormir au premier. Ah, ok, j'ai souviens, c'est toi le Tomblo. À mon d'ailleurs, alors, il reçoit demi. Moi, c'est un complet, sans ceinture, avec ceinture. Avec ceinture. Voilà. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Les deux c'est épouse. Et moi, je sais que c'est que moi, Winnie B. Plus les couleurs Wumi. Bon, voilà, il y a Dassiwe. Il y a bien, on est sûr de couteau barré. Non, moi, j'ai vraiment de Niger. Donc, Niger là-bas, nous là, on a marié femme 1, 2, 3. Tu sais, Niger là, président là-bas, il a fait 4 ans. Moi, j'ai Bénin ici maintenant, là, président du Bénin là, il a fait 5 ans. Donc, moi, je n'ai pas marié 4, j'ai fait 5 ans. Quel est le rapport? Un mandat présidentiel. Tu vois? C'est-à-dire, nous les choses, ouais. Ada dasi un dasi, le coup, il y a un dasi, il y a deux points à dar, Non, tu passes à tout nous raison, non. À dasi, oui, à quoi aborder, encore des. Un dasi, tu débrouilles dasi, non, le
mais il y a un fils d'un mécanicien ou un ami. N'a dans chaîne. Où est-ce? Où est-ce? Vous dites que bien me laisser passer d'un corps et un autre que ça quoi dire au fin. Voilà. Mais d'abord à Dakar il est là tout le monde non. Madame nous va comprendre. Nous me doit être bakwe pour bon marquer nous. Et nous zé amida doji e ka ja obi de so gbe ya ka ja ndi na gbe ya ba mi no se ka ji pe no si de amida tsoya e ko sigidi o ko sipo avec toi là tu vas pas marier babou tu as fait accident à la maison n'est-ce pas? Tu as fait accident à la maison C'est vraiment accident. Là moi je vois toi là voilà tu n'as pas encore maigri non tu là tu encore là tu le meilleur reste à venir et le roi de me et de son de bon doit ça mais de son de me beaucoup encore mais nous a dit vi me de aussi vi o ma se ru me de o po me na que viti o nous mai no kon aye le kun no kon pe de po bon aïe wa bodo me de o ça c'est quel problème ça il y a une vidéo quand moi je vais quitter ici là moi je veux pas aller à la maison moi je vais rester ici je vais rester au TB ici il n'y a pas de garderie c'est à cause de moi vous voulez créer garderie non c'est comme ça là je vais te donner à tata là il va t'amener à la jamais toi tu vas me donner troisième femme toi tu vas me tuer je connais quelqu'un qui va couper la tête de quelqu'un. Allez, merci beaucoup les amis. Merci pour ce beau tableau que vous nous présentez ce matin. Ce qui est aussi, ça lance bien le débat de demain. Ça c'est clair. Sur la polygamie. Ah oui, demain ça va être chaud. Demain vendredi. Allez, on donne déjà le programme comme ça. Ah oui, rendez-vous. Ça va être chaud demain. Vous êtes pour la polygamie ou contre? Comment est-ce que ça se gère? En tout cas, il n'arrive pas à bien gérer. Pour l'instant, le débat n'est pas là. Mesdames, messieurs, on vous retrouve tout de suite avec une bonne musique. Et vous savez, les jeudis, nous faisons un clin d'œil à l'international. Tout à fait. Ce matin, vous nous emmenez en Côte d'Ivoire. On pose nos valises en Côte d'Ivoire. À Abidjan. Bien sûr. Ah ouais, pour découvrir un jeune homme. Un jeune artiste qui fait quand même du bon chemin, du bon boulot. Ah ouais, et puis de la bonne musique. Hein, mais on va danser. Allez, mesdames, messieurs, voici le clip du jour. Avec toi. Regarde, c'est pas ça, regarde, moi tu es sale. Tu fais que me négliger. Tu m'as vu en quoi me met, puis tu m'as négligé. Je t'ai dit patience, baby. Je sais que j'ai de l'avenir. Yo, donc tes côtés, mais ma tête, tu entends. Ah, ça c'est le goût de ça. Le goût de ça. Le goût de ça. Le goût de ça. Imagine le goût de ça. Le goût de ça. T'as vu comment t'as zaillé. Le goût de ça. Ça c'est le goût de. Pas faire ça. Je te fais comme ma Joe, donc tu m'as fait ça. Pour toi, je t'ai rien, oh. Ça m'a fait mal, comme si, oh. À qui la faute? Je voulais pas de moi, bébé. Tu m'avais dit ça, bébé. Aujourd'hui, tu regrettes, oh. Tu voulais pas de moi, bébé. Tu m'avais dit ça, bébé. Depuis le début, tu fais que me négliger. Tu m'as vu en quoi me met, puis tu m'as négligé. Je t'ai dit patience, baby. Je sais que j'ai de l'avenir. Yo, donc tes côtés, mais ma tête, tu entends. Ah, ça c'est le goût de ça. Le goût de ça. Le goût de ça. Le goût de ça. Imagine le goût de ça. Le goût de ça. T'as vu comment t'as zaillé. Le goût de ça. Ça c'est le goût de. Fort, Alain Cœur d'Ange. Sylvia Bowie.
Chacun nous vient de la Côte d'Ivoire et nous chantait justement le goût de ça. C'est-à-dire, il ne faut pas juger l'apparence des gens et surtout, il ne faut pas négliger une personne qui est au début de ses affaires, au début de sa carrière. Oui, demain, vous pourriez le regretter. Donc, chacun a sa valeur, n'est-ce pas? Et le goût de... Le goût de ça. Quand la réussite vient... Le goût du regret. Ah ouais, quand la réussite vient et que celui que vous avez négligé, méprisé, opprimé, compressé, supprimé, arrive, alors là, vous vous mordez les doigts. Ah ouais. En tout cas, il faut accorder à chacun la valeur qui lui revient. Et il faut patienter, pourquoi pas, dans la vie. Oui, voilà, il faut patienter. C'est une valeur qu'il faut avoir. Mais la patience aussi, il faut se dire que ça a un temps, ça a une limite. Ah oui? C'est pas une patience à vie. Si la patience a une limite, quand ça ne marche pas, souffrez que... Oui. Même si le goût de ça la vient. Dadode. Attendez, si la patience devient impatiente, c'est qu'elle n'a jamais été une patience. En tout cas, il faut être patient jusqu'au bout. Ça, c'est vrai. Oui, bon. Oui. Et Dieu ouvre toujours des portes, il amène toujours le bonheur. Donc, et on a eu les preuves dans le clip. Ah ben oui, si ce matin vous traversez cette période de patience qui tend à aller vers l'impatience, continuez d'être patient. Ah oui. En tout cas, nous on est patients et le débat, nous allons le faire tout de suite car l'heure du débat a sonné. L'on ne tombe pas malade volontairement et le meilleur des réflexes, c'est d'aller dans un hôpital lorsqu'on est alité. Mais dans nos hôpitaux, le plus souvent, l'accueil pose problème. De plus en plus de plaintes fuient, je vais dire, un peu partout. Oui. On a des plaintes à l'accueil, on a des plaintes dans le traitement, oui. On a des plaintes dans la manière de s'adresser aux patients, aux malades dans nos hôpitaux. Au point où l'on se pose la question de savoir si le malade a des droits une fois qu'il pose les pieds dans un hôpital ou bien il est à la merci du personnel médical. Mesdames, Messieurs, si le débat vous semble récurrent, c'est parce que les plaintes ne font que descendre chaque jour et encore un peu plus. Ce matin, nous allons donc en parler dans le débat Heureuse d'Anandé. Effectivement, on va en parler dans le débat avec des personnes quand même averties. Oui. Nous avons Komlan Agossou, président du conseil départemental du littoral de l'Ordre national des médecins du Bénin, qui répond au nom des médecins sur ce plateau. Merci d'être là, président. C'est un plaisir. Alors, en face de vous, nous avons celui qui nous représente, je dirais, un usager des hôpitaux. Vous répondez au nom de Brice Dossou-Agbotrou. Merci d'être là. Merci. Au téléphone, dans quelques instants, on va recevoir Adrien Roussard. Il est administrateur et gestionnaire des hôpitaux. Tout à fait. Voilà le débat, le décor planté, mesdames, messieurs. Nous allons donc y aller tout de suite avec celui qui représente un peu, nous allons dire, le corps médical, pour ne pas le nommer, sur ce plateau. Alors, dites-nous, monsieur Komlan Agbossou, que se passe-t-il avec le personnel médical dans nos hôpitaux? Rien du tout. Vous êtes sûr? Je suis provocateur. Mais voilà. Comme le dirait l'autre, ne nous blaguez pas. Voilà, c'est ce que je comprends. Précisez mieux la question. Parce que sinon, c'est un peu trop large. Alors, non, mais quand on parle de l'accueil, déjà quand le malade vient dans l'hôpital, la façon de l'accueillir, quand il a l'impression qu'on l'a abandonné dans un couloir là, ou bien sur la terrasse, sur le perron de la salle de soins, quand on lui parle d'une certaine façon, avec certaines intonations, dites-nous, qu'est-ce qui se passe en réalité? Qu'est-ce qui explique tout ça? Alors, il y a juste un manque de respect. Un manque de respect à la personne humaine. Donc vous reconnaissez que ça se passe? Sinon, vous ne seriez pas au courant. N'est-ce pas? Ah ouais. Et peut-être que vous-même, vous avez été témoin ou bien vous avez été victime. Voilà. De toutes les façons, c'est récurrent. C'est pas forcément la panacée partout, mais c'est pas acceptable.
Ce n'est pas acceptable qu'un patient soit maltraité. Puisque dans les unités de soins, il devrait être traité. Et non maltraité. Il ne devrait pas être maltraité. Donc s'il se sent maltraité, quelque chose n'a pas bien fonctionné. Forcément. Et ça peut être des deux côtés, mais c'est d'abord le prestataire qui devrait être visé en premier lieu. Vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas la panacée partout et effectivement, on a l'impression que c'est beaucoup plus dans les hôpitaux publics que le problème se pose davantage, car dans les cliniques privées, celui qui a sa clinique privée ne peut pas tolérer que le malade soit mal accueilli, maltraité avant d'aller aux soins. Quelle est cette différence-là entre le privé et le public? Le privé, c'est le privé. Le public, c'est le public. Alors, le privé, c'est l'endroit où le patient paye l'entièreté de ses soins, d'une manière ou d'une autre. Il paye soit par lui-même ou bien par un tiers. Donc, soit un assureur ou par un employeur d'une manière ou d'une autre. Et le prestataire est payé au prorata de la clientèle. Donc, l'insatisfaction de la clientèle entraîne immédiatement la baisse de revenus, voire le risque de fermeture de l'activité. Donc, cette loi se dicte tout de suite et recadre les choses. Mais est-ce que ça veut dire vraiment que les gens ont compris pourquoi ils se comportent comme ça? Cette question, je suis à même de vous répondre. Dites-nous. C'est la raison pour laquelle dans le privé c'est plus sérieux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est lié simplement d'abord au fait que c'est pécunier. Sans ça, le secteur privé va mourir. Oui, mais le public aussi, le patient et ses parents ou le tiers dont vous parlez, déboursent également. Oui, mais l'argent qui est au public, c'est l'État qui le paye. Tout à fait. Et l'État ne ferme pas l'hôpital parce qu'on a maltraité un patient. Donc, qu'il y ait de patients ou pas, que le patient soit bien traité ou pas, l'agent public aura son salaire. Au maximum, il a été muté. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est l'histoire. Nous avons vécu ça. Le fonctionnaire de l'État, c'est un roi. De toutes les façons, il ne risque pas grand-chose. Vous pouvez vous plaindre comme vous voulez. On ne va pas le punir en le renvoyant. Ça a été vécu longtemps et c'est rentré dans les mœurs. Mais plus profondément, je pense que c'est plutôt des questions légales qui ne sont pas bien perçues. C'est-à-dire les questions légales dont je parle, c'est des questions de déontologie et d'éthique. Alors, en tant que représentant de l'Ordre des médecins, vous savez que l'organisation que je représente est une organisation qui est chargée justement de s'assurer du respect des normes. On va revenir au rôle précis, au fonctionnement de l'ordre. Vous êtes là, pourtant tout ça se passe, on va en revenir à ça. Mais en attendant, Monsieur Agbotrou, selon vous, est-ce que vous pouvez distinguer, dire c'est beaucoup plus ce type de corps, ce corps médical qui fait ça souvent? Parce qu'on entend souvent dire que le médecin ne fait pas ça. C'est beaucoup plus l'aide-soignant qui fait ça. Est-ce que vous confirmez cela? Ok, merci. Donc déjà, moi, ce que je vais démarrer, quand tu vas à l'hôpital, c'est-à-dire c'est criminel. Oui, c'est très criminel. Et ça commence déjà au portail de l'hôpital. Oui, déjà du vigile jusqu'au médecin. L'agent de sécurité qui est là. Oui. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il a déjà, à faire? L'agent de sécurité qui voit un malade souffrant, d'abord, il peut se prendre de lui ça, de ne pas ouvrir le portail. Vous dire, mais attendez d'abord, alors qu'il voit déjà que c'est ce qui vient déjà grave. Mais il fait son jeu, il dit, mais papa, attendez. Il fait son jeu d'abord là, juste pour traîner d'abord le malade. Ça commence déjà là. Et lorsque le malade rentre, souvent,
c'est vrai que le langage, c'est qu'il y a d'autres qui sont pris en charge. Et vous allez patienter, on va prendre au moins 30 voire 1 heure de temps là. Vous allez rester là-bas. Soit vous avez de canet ou pas, vous allez acheter canet et tension, prendre tension. Ils vont prendre pratiquement plus de 30 à 1 heure de temps. Sans rien vous faites et vous êtes là. Ça s'observe dans le public, surtout comme le docteur vient de le dire. Mais parfois, dans certains privés aussi, ça se constate. Oui, ça se constate. Moi-même, j'ai été victime plusieurs fois. Dans une clinique privée? Privée. Ah. Et heureusement que je connaissais le médecin. Et je l'ai écrit un message par WhatsApp. Et il était venu. Ou il les a appelés, je crois. Parce que je traînais là, mais je souffrais. Mais je traînais là, pratiquement je n'ai rien. Ils ont demandé carrément, moi, mais j'ai du carnet. Mais malgré ça, on me dit ils vont prendre du poids. J'ai pratiquement plus de 45 minutes là-bas. Juste pour prendre les constantes? Oui. Juste pour la consultation, ça être touché même, on perd pratiquement plus de 45 minutes là. Donc ça se constate surtout dans le public, mais parfois dans certains privés. Maintenant, dans le public, quand le malade va pour se soigner et qu'il n'a pas tout de suite l'accompagnement psychologique ou bien, je veux dire, entre griffes, l'accompagnement langagier qu'il faut, la façon de lui parler, c'est vrai que les agents de santé aussi sont des êtres humains, ils ont leurs humeurs et tout. Comment, à votre avis, en tant qu'usager, dans quelle posture l'usager doit se mettre pour faciliter les échanges? Vous voyez, normalement, on dit après Dieu, ce sont les médecins en réalité. Ah, tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. Non, parce que c'est eux qui vont nous permettre. Alors que tu souffres de quelque chose, ça dépend de l'accueil. Mais eux, quand on t'aide à vite mourir, parce que tu es déjà souffrant. Et déjà, on t'aide à vite mourir? Oui. Tu es déjà souffrant et tu viens quelque part où c'est la personne qui devait te prendre en charge. Et toi, ouais, mais déjà, à l'intérieur, tu n'es pas à l'aise. Tu es bouleversé. Psychologiquement, tu es abattu. Plus, si tu es tensionnaire, ta tension va monter davantage. Vraiment. Donc, en réalité, le médecin, c'est notre maman, notre papa qui devait nous aider. C'est toi qui souffres. Tu sais de quoi tu souffres, mais tu ne sais même pas. C'est eux qui vont t'aider à dire, mais ce que tu as, ce n'est pas encore si grave. Non, ça va aller, ça de la douceur. Mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est ça. C'est pas ça qui se constate. D'accord. On parlait notre ami a parlé de médecin, mais nous allons revenir vers monsieur Comlan. Nous allons spécifier un tout petit peu les corps de métier. Il est déjà arrivé, et moi j'en suis témoin, de voir une sage-femme crier sur une parturiente qui est couchée sur une table, qui était sur une table d'accouchement, prête à accoucher. Elle gueulait pratiquement sur la femme. Peu s'en est fallu qu'elle lui donne même des coups. Et ça s'est passé dans une région du Bénin. Dites-nous, quand une femme est entre la vie et la mort à ce stade-là, quelle formation reçoivent les agents de santé pour se comporter de cette façon? Aucune. Aucune formation ne permet à quelconque agent de santé ou d'autre chose de ne pas donner un service correct, puisque l'usager ne vient pas pour recevoir de la maltraitance, ni pour recevoir du non-respect. Donc, ce n'est pas possible. Mais que fait alors votre ordre? Vous qui êtes de l'ordre... Quel est d'ailleurs votre rôle? D'abord et avant tout, je pense que il y a la question de la déontologie qui mérite d'être abordée avant même de voir qu'est-ce que l'ordre va faire. La déontologie médicale, c'est un ensemble de prescriptions donc, qui sont faites aux agents de santé, d'abord aux médecins, mais aussi aux autres agents. Parce qu'il n'y a aucune différence. Si nul n'est censé ignorer la loi, cette déontologie-là, le corps médical est censé l'ignore, le savoir, non? Alors, certes, le corps médical est censé le savoir, mais comment je vais dire, les pratiques déontologiques ne sont pas très ancrées parce que nos cultures. Parce que le côté médico-légal n'est pas très
prononcer non plus. Le côté médico-légal, c'est le côté où le patient se plaint et qu'il y a des procès. Tant qu'il n'y a pas le bâton, on a du mal à respecter les règles. Le papa interdit d'aller s'asseoir à droite, mais bon, tant que papa ne hausse pas le ton ou bien ne punit pas parce qu'on s'est assis à droite, on finit par aller s'asseoir à droite. Donc, le code de déontologie médicale a été édicté dans les années 73 par l'ordonnance 73-18 ou 19. Je n'ai pas précisément en tête, mais c'est 73-19. Oui, c'est en 1973 que le code de déontologie médicale a été édicté ici au Bénin et son deuxième article stipule que tout agent de santé a le devoir de respecter la dignité humaine dans l'exercice de sa profession. Donc, respecter la dignité humaine, est-ce qu'on a besoin de l'expliquer autrement? Est-ce qu'ils le savent? Est-ce qu'il ne faudrait pas carrément faire un recyclage à cet agent de vulgarisation du code de déontologie? Encore que moi, je me demande si ce code-là n'est pas vieux déjà. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Le respect de la dignité humaine ne peut pas ne pas être d'actualité, madame. Ou bien, vous parlez de questions de respect. Il est prescrit de respecter la dignité humaine dans tous les sens. Ce qui veut dire que commencez déjà par considérer le vis-à-vis comme un être humain. C'est ça. À qui on concède tous les droits que l'on se donne. Moi, je suis médecin, je souhaiterais que mon vis-à-vis qui me traite ne soit pas hautain. Ben, je me dois de ne pas être hautain envers lui. Ça veut dire que quand je lui parle, je me pose la question de savoir est-ce que je suis correct. On dit souvent, le ventre affamé n'a point d'oreille. Celui qui souffre, comme le disait notre ami M. Agbotrou, lui, il souffre dans sa chair. Là, tout de suite, ce qu'il veut, c'est les soins. Mais on l'abandonne, on lui parle mal. C'est à croire qu'il n'a aucun droit ici. C'est quand on veut ou bien quand on peut qu'on pourra s'en occuper. Dans ce cas, est-ce que lui, le malade qui souffre en ce moment, peut prendre de la hauteur, de la considération pour savoir comment parler à son vis-à-vis, le personnel soignant? Il n'est pas attendu du patient d'avoir des préséances. La seule chose qui est attendue d'un patient, c'est de ne pas faire usage de violence. S'il fait usage de violence, l'agent de santé est obligé de se défendre, c'est-à-dire de s'éclipser et de trouver un agent de sécurité pour empêcher le patient ou le demandeur de services violents à être mis hors d'état de nuire. Mais au-delà, j'ai dit que c'est une prescription, donc c'est une obligation faite aux agents de santé de respecter la dignité humaine. Donc, le patient peut ne pas être poli. Le patient peut être hautain. Le patient peut être imperméable à la discussion. Le patient peut faire tout ce qu'il veut. Mais l'agent de santé n'a pas le droit de ne pas respecter le patient qu'il a en face. C'est difficile. C'est difficile à accepter quand on voit que même lorsque vous disposez encore de tous vos sens malgré votre état de santé, et qu'ils veulent vous faire telle chose et vous parlez, mais vous faites déjà le savant. Oui. On vous dit, niet, mais attendez, si vous mettez tout ça, vous ne serez pas ici. Ne venez pas nous apprendre notre métier. Notre métier. Ah ben, franchement, moi, je me demande si c'est pas parce qu'on les considère comme, ou on vous considère comme deuxième Dieu ou demi-Dieu. C'est pas tout ça qui conduit à ça? Bon, c'est possible. Mais c'est plutôt la méconnaissance ou le mésusage des dispositions déontologiques et éthiques qui amènent à ça. Mais le patient a le droit de savoir les soins qu'on lui prodigue. Ce qui fait partie du respect de la dignité humaine. Si quelqu'un est digne, si je considère que vous êtes un homme normal comme moi, je souhaiterais savoir qu'est-ce qu'on me fait. N'est-ce pas? Donc, je sais que vous souhaiteriez savoir. Et je vous dois donc des explications à ce sujet.
Monsieur Agbotrou, est-ce que vous avez déjà eu à rédiger des plaintes contre des agents de santé? Beaucoup. Tout à l'heure, M. Alain parlait des sages-femmes. Tout récemment, pour ne pas appeler le nom d'un centre de santé, une dame qui est en travail et qui avait suivi normalement tous les soins, les rendez-vous qu'il faut. Et au moment où elle devait aller à Kouchadi, elle est en travail, mais on lui dit d'aller faire échographie ailleurs, loin de l'hôpital, sur au moins 7 km. Wow. Ça, c'est même récent. À peine, c'est le 8 janvier passé. Wow. 8 janvier, elle est en travail. Mais là, on nous demande d'aller faire échographie ailleurs. Et c'était avec la moto, moi j'ai transformé j'ai apporté la dame jusqu'à ailleurs, dans un privé pour aller faire l'échographie. Après l'échographie, on nous dit maintenant d'aller maintenant à Omel. On nous envoie maintenant à Omel. Rien n'a été fait ici. On nous a maintenant envoyé à la pharmacie aller acheter des médicaments finalement qui n'ont pas été utilisés. Qui n'ont pas été utilisés. Voilà, mais on a été transféré finalement à un autre centre de santé. Mais est-ce que vous avez eu le réflexe d'écrire, de porter plainte? J'ai crié, mais si écrire. Si tu perds tout ton temps là, tu vas perdre la vie humaine. C'est ça. Mais pourquoi vous n'avez pas pensé à écrire à l'ordre, par exemple? Au moment où tu es face à ces genres de situations, c'est comment faire pour sauver la patiente ou bien la malade ou bien la dame qui voulait accoucher. C'est ça qui nous préoccupe d'abord. Mais on se dit on va revenir, mais finalement on ne revient plus. C'est ça qui fait que je crois qu'elles continuent dans leur posture. Ouais, monsieur Dr Agossou, on vous a présenté en tant que président du conseil départemental du littoral. Oui. Il a cité tantôt l'OMEL. On va prendre l'OMEL, le CNHU, ce sont les hôpitaux phares dont on parle le plus. À un moment donné, on a à la limite étiqueté le CNHU. Heureusement, je peux dire sans oublier l'hôpital de zone de Calavi qui défraie la chronique également ces derniers temps. Voilà des situations qui se présentent. Est-ce que vous recevez des cas, vous recevez des plaintes à votre niveau? Oui, mais très peu. Ne serait-ce que pour votre zone? Oui, mais très peu. On reçoit peu de plaintes. Pour le littoral, par exemple, l'année écoulée, j'ai reçu une seule plainte d'un patient. Sur toute une année? Oui, sur toute l'année. J'ai reçu qu'une seule plainte d'un patient contre une clinique de la place. Et ça a été instruit et il y a un règlement en cours pour ça. Mais est-ce qu'on va dire que c'est parce que... La population ne sait pas ou bien les usagers... On dit Dieu, c'est Dieu, voilà. C'est Dieu qui a voulu et tout. Mais il y a une autre forme de maltraitance qu'on note dans les hôpitaux, qu'ils soient publics ou privés. Quand l'urgence est là, que le malade est là et qu'il n'a pas les moyens financiers tout de suite, on lui dit tant que vous n'apportez pas l'argent, personne ne s'occupe de vous, même pas une petite aiguille. Et dans les hôpitaux, c'est vous, le patient, qui achetez l'aiguille, c'est vous qui achetez le gant, c'est vous qui achetez le sparadrap de 100 francs, c'est vous qui achetez tout finalement. Quand vous n'avez pas l'argent, vous risquez de trépasser. Est-ce que ce n'est pas une forme de violence, une forme de maltraitance que d'abandonner un malade qui n'a pas les moyens financiers et dont le centre le centre des œuvres sociales de l'hôpital ne peut pas s'occuper? Merci. Ça, c'est des questions structurelles qui ne sont pas inhérentes aux agents. Ce n'est pas aux agents de mettre les moyens à disposition de la population. Donc, les moyens de soins, parce que les soins coûtent quelque chose. Et il faut que quelqu'un paye. Et si personne ne paye, c'est le concerné qui doit payer. Donc, cette violence est une violence hospitalière, mais c'est hospitalière de type structurel. Donc, c'est lié à l'État. C'est à l'État de mettre en place dans les hôpitaux les moyens pour que les urgences soient prises en compte immédiatement. Mais ce n'est pas au personnel de sortir de l'argent de sa poche pour traiter un patient parce qu'il est en urgence. C'est ça. Pas du tout. D'accord. Par contre, par humanisme, si je vois quelqu'un qui est à la tique de la mort, que j'ai les moyens de m'en occuper, je peux le faire en bon samaritain. Même si je n'étais pas là. Même si je passais mon chemin. Alors, ça me fait bondir sur les questions structurelles que mon ami a évoquées tantôt. Quand on prend les questions liées au vigile à la porte.
les questions liées au temps, au délai mis pour être reçu à l'urgence, ou les questions liées à cette parturiente qui a dû aller faire une échographie loin de la maternité où elle est allée se présenter d'abord pour devoir être transférée dans un autre hôpital. Tout ça, c'est des questions structurelles. Si on n'organise pas, ça ne peut pas fonctionner. C'est ça. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on reviendra là-dessus. Oui. On va revenir là-dessus. Et heureuse, si vous le voulez bien, je crois que vous voulez annoncer donc cette participation de nos concitoyens que nous rencontrons ici à Cotonou et région, qui ont aussi leur avis sur la question, qui, une fois sont allés à l'hôpital, peut-être témoins, victimes, ils s'expriment ici au micro de Yasmine Damata. Et qui vient pour avoir de soulagement. Le mieux à faire, le premier geste devrait être tendre. Vous voyez, mais ce qu'on voit déjà, c'est-à-dire le patient, avant même d'intégrer un hôpital, a déjà dans la tête qu'il soit maltraité là-bas. Et c'est suffisant qu'il meure. Vous comprenez? Donc depuis l'accueil jusqu'à tout le reste, ce n'est pas du tout appréciable. Et donc mon métier, j'ai maintenant dit dia. Amon, si vous voulez nous dire, et alors t'es pour pédé quand même. Surtout nous aïbo, et là j'ai amako son de un second boya, boy pon wede na pon we bon, et là pon j'ai tout dit ame. Ah, jinja ilo fine, là no fine kaka agbona pewe. Afidonu en wa bedre. On ne doit pas poignarder l'agonisante, ils doivent se rappeler ce sacerdoce et faire leur travail. Et il faut qu'il y ait un travail à la base, la sensibilisation. À mon avis, quelqu'un qui fait un accident subitement ne s'est pas préparé à faire face à des charges. Mais quelqu'un qui va à l'accouchement, il y a eu 9 mois de préparation. Donc il faut sensibiliser les géniteurs à faire face à leurs responsabilités pour que la dame ne soit pas de façon vraiment malheureuse, obligée d'aller mendier des soins à l'hôpital. C'est-à-dire un serment est sacré et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est tout le contraire. Donc il faut d'abord sensibiliser la population, depuis la maison jusque dans les écoles, les églises, un peu partout où la population se trouve. Il faut sensibiliser la population sur ses droits à la santé, à la vie. Maintenant, du côté de ceux qui devraient nous soigner, je crois qu'ils sont bien conscients. Donc je ne sais pas ce qui se passe jusqu'à ce que les patients soient traités de cette manière-là. Si tu n'as pas l'argent, tu es maltraité. C'est ce qui se voit au Bénin, chez nous. Donc, c'est bien dommage. Dans le même temps, les volets sous sont des voyelles et des blés ou doigts forêts. Boa belle ni keso mo ke bo so ho e yo ho ka ne kere boa de wa me de ofine to yin edwe o matun we yin bo jijan lo fine o e do nde a ho wa jin dia me do nde salmi e se ka ton ko enyi do tawe o ro don ko il a fallu que dawe o bedre et bedre sérieusement. Vous savez, je ne vais pas soigner l'autre et aller à l'abattoir moi-même. Et vous voyez, les dames qui vont à l'hôpital aussi, elles ne connaissent pas leurs droits, elles ne savent pas comment se comporter. C'est des comportements qu'ils ont, qu'on peut comprendre, mais qu'ils comprennent eux aussi que ce malade est dans un environnement culturel, il est ignorant de beaucoup de choses et qu'ils ont fait un sacerdoce pour le bonheur des patients et tout ce milieu soignant. Sacerdoce. Docteur Komlan Dagossou, vous êtes dans ce sacerdoce-là dont parle notre compatriote? Tout médecin, tout agent de santé. C'est un sacerdoce que de faire ce métier que nous faisons, malgré
tout ce qu'on peut nous reprocher. Parce que même si on nous reproche tout ça, on reconnaît quand même que nous souffrons, non? Pour donner les soins, il faut donner de soi. Et il faut aller même au-delà du don de soi pour donner des soins. Puisqu'il faut braver la maladie. Oui. Actuellement, il y a la Covid. Oui. Qui soigne? Ce sont les médecins. C'est nous, oui. au risque d'attraper la maladie et d'en mourir aussi. Alors, qui dans la population veut le faire? Personne d'autre que nous. Voilà pourquoi je dis que le sacerdoce, nous le faisons, on exerce notre sacerdoce. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas parfait qu'on n'exerce pas notre sacerdoce. On n'est pas les seuls à avoir le sacerdoce et on a tous des tâches. Par contre, il est injustifiable la maltraitance dans le milieu de soins. Ça, je l'ai dit en propos liminaire, un patient vient pour être traité et non pour être maltraité. Et quand il se sent maltraité, c'est d'abord le prestataire de soins qui doit se reprocher des choses. D'accord. Alors, Monsieur Agbotrou, votre réaction par rapport aux propos de nos téléspectateurs, de nos compatriotes? Oui, c'est ce qui se passe. Hein. Tout à l'heure, je parlais, mais j'avais pas le temps d'aller plus loin. Et moi, je voulais comprendre comment, un enfant qui doit suivre une opération, et c'est prévu que depuis le matin, il ne devait pas manger du 0h à 1h, jusqu'à midi, par exemple, qu'il ne doit pas manger. Et l'enfant est comme ça, et c'est à 13h, mais midi 30, on dit, c'est demain, on va refaire l'opération. Ah, finalement, l'opération n'a pas été faite. Mais vous n'avez pas été le lendemain, averti. c'est le lendemain. L'enfant n'a pas mangé du 0h jusqu'au matin. Par contre, avant 0h, à 22h plus, il doit manger. Et le matin, on doit refaire l'opération. 9h, 10h, 11h, l'opération n'a pas été faite. Midi, 13h, maintenant, on dit maintenant que c'est le plus faisable, que c'est demain, on va te faire l'opération. Des explications, docteur? C'est un cas également récent. N'est-ce pas? D'autres choses, c'est que quand tu as la prise en charge, c'est comme si tu n'as rien amené, on te néglige encore. Ah, ça c'est une autre facette, ça? Oui. Ah bon? Oui, quand tu as la prise en charge, c'est comme si tu n'as rien. Ah, et tu es plus encore négligé là. Il faut débourser, finalement, c'est l'argent qui parle, c'est ça? Voilà, c'est ça. On préfère traiter celui qui n'a pas de prise en charge que celui qui a de prise en charge. Parce que l'autre... Il apporte de l'argent. Toi, tu n'apportes pas de l'argent. Docteur Agossou, c'est suffisamment... La technologie, patient-client, ce n'est pas ça? C'est suffisamment grave ce qui se dit là. Dites-nous, quel est finalement alors le rapport entre le patient, le client et le serment d'Hippocrate? Bon, enfin, lorsqu'on a une prise en charge, on n'est pas traité. C'est une interprétation d'un vécu, parce que la personne n'a pas été renvoyée. La personne a eu quand même des soins et peut-être n'est pas satisfaite. Et c'est comparé à quelqu'un qui n'a pas de prise en charge peut-être et qui a eu des soins avec une haute célérité. Ce n'est pas forcément les mêmes cas. Ils ne sont pas forcément dans les mêmes conditions, ils n'ont pas forcément les mêmes besoins, ils n'ont pas forcément eu affaire aux mêmes prestataires. Donc, c'est difficile d'affirmer tout de go et de confirmer que c'est vrai. Dans tous les cas, ce n'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas ne pas accepter de soigner un patient qui est financé par l'État dans une structure publique. C'est impossible. Mais docteur, attention, il y a comme une perception qui se dégage de ce que vous dites là, de ce que dit M. Agbotrou. C'est-à-dire, on a l'impression que quand on arrive, par exemple, pour demander la tarification d'un certain nombre d'opérations ou bien de soins, on dit, ah, ça va vous coûter 300 000, ça, c'est 200 000, ça, c'est... Et on a du plaisir à répéter ça dans le rôle devant tout le monde pour qu'on sache que c'est l'argent que vous devez payer. Et celui qui vient avec une prise en charge, on lui dit, ah, vous avez prise en charge, bon, ça va vous faire juste ceci et ça y est. Est-ce que ça ne fait pas donc un peu le rapport avec ce que dit M. Agbotrou? Alors, il y a là aussi un problème de respect de la déontologie médicale qui s'impose là. On ne devrait pas
discuter des informations concernant un patient en public. L'article 7 du Code de déontologie médicale prescrit... Mais ce n'est pas ce qui se fait dans nos hôpitaux. Le secret médical. Moi, je ne comprends en fait. Il y a tellement d'émissions qu'on fait. Mais les agents de santé, et je ne vous arrête pas, hein, mais en fait, je me dis, parfois, on vient parler inutilement. Ils n'écoutent pas. Pourtant, il y a quand même... On expose le cas de Heureuse devant M. Agbotrou, le cas de M. Agbotrou devant M. Sotoubin. Et puis, bon, ça y est, tout un mélange là. Ce n'est pas admissible. C'est complètement... antidéontologique. C'est une pratique interdite. Donc, de toutes les façons, le patient est la seule personne à pouvoir remettre ça dans l'ordre en allant se plaindre. Oui, mais on va vous dire, toi tu es malade, tu vas te plaindre, ils vont te faire ça après. Combien de fois les plaintes ont abouti? Il faut qu'il... j'ai dit que j'ai passé une année, j'ai eu qu'une seule plainte. Oui, mais ça peut s'expliquer par le fait qu'on dépose les plaintes, on porte plainte, mais ça n'aboutit pas. Mais pas du tout. Les médecins sont tellement soudés. Mais non. Bien sûr. Mais non, madame. Le plaignant était là. Et ceux contre qui il s'est plaint étaient là. Il n'y a rien à cacher. Il n'y a aucune raison. Et l'ordre des médecins n'est pas l'institution qui va gérer les problèmes médico-légaux. L'ordre des médecins ne gère que les problèmes professionnels. C'est les fautes professionnelles. C'est les fautes professionnelles qui nous concernent. D'accord. Mais quand vous avez... le manque d'accueil, ce n'est pas une faute professionnelle? Le manque d'accueil, si vous pensez que c'est un manquement à la profession, plaignez-vous à l'ordre des médecins. Est-ce qu'il revient au malade d'apprécier si c'est un manquement ou pas? Ou bien le personnel a quand même un surveillant, il y a quand même un responsable. Est-ce que ça ne revient pas au responsable d'apprécier déjà au niveau de la plainte des populations? C'est que tout ça n'a pas fonctionné. D'accord. Allez, nous avons dans cette émission, nous avons l'habitude de donner la parole à nos spécialistes. Et ce matin, nous recevons M. Adrien Roussa. Adrien Roussa, il est administrateur des hôpitaux, donc un gestionnaire des hôpitaux. Il va pouvoir nous parler. Monsieur Roussa, bonjour. Monsieur Roussa, est-ce que... Non, Monsieur Roussa n'est pas encore en ligne. Oui, je suis en ligne. Ah, d'accord. Bonjour, Monsieur Roussa. Comment allez-vous? Nous allons très bien. Merci d'avoir accepté notre appel matinal. C'est un plaisir partagé. Alors, dites-nous, Monsieur Roussa, vous qui êtes gestionnaire, administrateur des hôpitaux, comment voyez-vous ce qui se passe dans nos hôpitaux aujourd'hui où on a l'impression que le malade n'a plus de droits qui soient respectés? Oui, chers auditeurs et chères auditrices, merci beaucoup pour la question que vous m'avez posée, mon frère journaliste. Je voudrais simplement déplorer le fait que le système sanitaire béninois est malade totalement à cause de son abandon. Malade aussi parce que nous n'aimons pas la vérité à la santé. Ah bon? J'ai fait 30 ans de carrière. Oui. Et c'est depuis 2002 que j'ai créé, avec la collaboration de certains camarades, décidé à en découdre avec le laisser-aller et le fantaisisme dans le secteur. Et depuis 2002, nous avons créé l'ONG, Groupe d'Action pour la Santé et la Vie. Nous avons circulé les médias, on a circulé dans les journaux, partout, pour attirer l'attention des agents de santé sur nos méfaits. Vos méfaits. Maintenant, quand vous dites que l'hôpital est malade, si l'hôpital se retrouve malade, le patient, lui, va faire quoi? Il va trépasser finalement? Oui, merci pour la question. Si l'hôpital est malade, celui qui est malade et qui va dans cet hôpital, il est voué à mourir le plus tôt possible. L'hôpital est malade et généralement, nous n'arrivons pas à situer les responsabilités à leur juste niveau. Parce que souvent, nous faisons la confusion entre les causes et les effets. Lorsqu'un malade va à l'hôpital et qu'il est insulté, la cause, c'est dans la mauvaise gestion des responsables qui dirigent l'hôpital. La faute n'est pas à l'agent. Parce que si l'agent a été bien formé à la base, il doit savoir ce qu'il faut faire et dire et ce qu'il ne faut jamais faire et dire.
Oui, mais les facultés, les écoles qui forment les agents de santé, pour la plupart, sont du secteur public. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'ils ne reçoivent pas la formation adéquate qu'il faut dans toute sa dimension? Justement, ça me permet de vous dire ceci. Vous savez, il y a une télévision dans ce pays qui était appelée LC2. Au cours des émissions, j'ai eu la chance d'être au plateau avec un grand directeur de cette INMES-là. Et pendant qu'on faisait remplir les écoles de l'INMES et de l'INIAB d'élèves en un point fini, avec des effectifs très pléthoriques, notre ONG avait pris position pour dire non, à cette allure, ça ne va pas aller. Parce que le grand nombre n'est pas nécessaire pour nous. C'est le nombre restreint, bien formé, dont nous avons besoin. Et ce directeur m'a rétorqué pour dire, mais monsieur Moussa, il y a des vérités dans ce que vous dites, mais vous le dites si mal qu'on a l'impression que vous injuriez. Je dis non, je n'injurie pas. Mais ce qui est sûr, je ne peux pas vouloir déplorer une cause qui donne la mort à des semblables comme moi et avoir le sourire aux lèvres. Mais qu'est-ce qui fait que la situation ne s'améliore pas et qu'on a l'impression que ça va de mal en pis, malgré les plaintes, malgré les sensibilisations, malgré les émissions que les médias font? Je n'ai pas la possibilité de maudire le système de santé, mais je dis, pendant 1000 ans, nous resterons pires parce qu'on ne situe pas les responsabilités à leur juste niveau. Dans un système de mandarinat pour le système de santé, où le plus ancien dans le grade de doctorat ou le plus ancien dans n'importe quelle catégorie de choses, on a l'impression que quand le plus ancien parle, le plus petit ne doit même plus placer son mot. C'est ce mandarinat-là qui tue le système de santé. Je n'apostrophe personne en particulier. Celui qui veut prendre n'a qu'à prendre. Et je lui donne rendez-vous pour qu'on se rencontre et qu'on en discute de long en large. C'est ça. Lorsque vous formez des gens et que vous n'êtes pas... D'abord, le Béninois a l'habitude de confondre les causes et les effets. Ça, vous l'avez dit. Confondre les causes et les effets parce que lorsque dans un système de mandarinat, si vous êtes ancien, je ne peux pas vous reprocher ce que vous faites si c'est mal. Là, c'est de la féodalité. Et il n'est pas normal que ce qui se passait depuis le temps de Mathusalem, on entretient cela au Bénin. Ils n'ont qu'à garder leur Mathusalem, leur mandarinat, mais en nommant des cadres qui n'ont aucun point. Je ne veux même pas parler des administrateurs hospitaliers. D'accord. Des cadres qui n'ont aucun point avec la santé. Bon. Un agriculteur, un ingénieur agronome, quelqu'un qui a fait autre chose, il va jouer mieux le rôle d'arbitrage que le rôle de copinage que nous faisons à la santé. D'accord. On continuera de rêver qu'il faut un médecin ou bien un professeur agrégé. Je n'ai rien contre le professeur qui est là. Je l'ai toujours dit avant même que lui n'arrive. Tant qu'on continuera de mettre des médecins pour diriger un hôpital, parce qu'il y a deux possibilités. Gérer les malades qui sont dans les lits, c'est une affaire des agences de santé. C'est ça. Gérer les ressources qui sont affectées au système sanitaire, c'est une autre histoire. D'accord. Monsieur Moussa. Les agents de santé vont commander les agents de santé et qu'on va colporter les sentiments d'impunité à tous les niveaux, on ne peut pas avoir les résultats escomptés. Alors, monsieur Moussa. Un ingénieur à la tête du ministère de la Santé. Monsieur Moussa. En moins d'un an, ça va se redresser comme il, parce qu'ils n'auront plus de parrain à qui il faut aller s'adresser pour éviter l'impunité. D'accord. Monsieur Moussa, merci beaucoup. On vous aura compris. La télévision, c'est une question de temps. On vous souhaite une excellente semaine, quitte à vous retrouver peut-être plus tard dans d'autres débats. Merci beaucoup. J'attendrai ceux qui vont réagir pour trouver le contraire de ce que j'ai dit. Allez, bonne journée à vous. Et oui, on revient sur ce plateau, heureuse, pour faire un dernier tour de table. Un dernier tour de table. D'accord. Bon, il a évoqué un certain nombre de points, notamment la gestion des hôpitaux par des gens qui ne s'y connaissent pas. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui comme proposition concrète, docteur Agossou, afin qu'on... Bon, c'est notre souhait, afin qu'on en finisse avec le non-respect des droits des patients dans les hôpitaux et établissements de soins. Alors, déjà,
Le cadre législatif, c'est le premier cadre qui doit être complété. Et le dernier né, c'est la loi sur la protection de la santé de la population qui a été votée à l'Assemblée, mais qui n'est pas encore promulguée. Donc je ne connais pas les détails pour vous dire jusqu'à quel point elle est étoffée. Mais toujours est-il que ce nouveau matériel dans l'arsenal légal permettra d'établir davantage, plus clairement, certainement, les lois et les droits des patients. Ça, c'est une chose. Ça, c'est le cadre légal. Mais il y a le cadre structurel. Et ça, les réformes en cours dans le secteur de la santé depuis 4-5 ans maintenant améliorent les choses. La dame de tout à l'heure du Vox Populi l'a dit, que les choses sont en train de changer lentement. C'est normal. Je crois même qu'au niveau de l'hôpital de zone de Calavi, ils ont aujourd'hui deux directeurs désormais, le directeur technique et le directeur administratif. Le directeur médical et le directeur administratif. Voilà. Il y a eu aussi, toujours dans la réforme, il y a eu une restructuration de la gestion des hôpitaux. Il y a un arrêté ministériel qui date de 2 ou 3 mois qui a réorganisé l'architecture de la direction. Mais au-delà de tout ça, il y a aussi la question des prestataires eux-mêmes qui doivent saisir ou se saisir de leur déontologie et exercer leur métier comme il faut. Merci, Dr Komlan Agossou. Monsieur Abotrou, en 10 secondes pour boucler. On a épuisé le temps. Ok, d'abord c'est pour vous remercier et remercier le docteur puisqu'il reconnaît d'une manière ou d'une autre comment la manière dont on traite on traite. Donc le souhait c'est que ça continue, surtout avec les réformes. Et le docteur aussi à leur niveau aussi, puisqu'il est le président, de passer nos messages afin que notre santé et notre vie soient revoir et que nous vivons mieux. D'accord. Et oui, grâce à Dieu, on vivra mieux et une fois à l'hôpital, il inspirera les agents de santé pour nous soigner du mieux qu'ils peuvent. Mesdames, Messieurs, ce que nous pouvons faire tout de suite, c'est de marquer une pause et vous retrouver juste après. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Une des rubriques que vous appréciez tellement dans cette matinale Nopiden, mesdames, messieurs, c'est bel et bien nos us et coutumes où nous allons à la découverte ou à la redécouverte de ce qui nous caractérise comme peuple béninois et c'est dans us et coutumes. Il y a d'abord une certaine conception qui dit que dans un pays où on n'a pas de royauté, qu'on a des chefs de collectivité, ce que moi je dis non. On a des royautés, parce que les royautés, c'est des gens qui sont intronisés sur un trône qui a une histoire, un trône dont on connaît les origines. En pays women, la question de royauté elle se pose avec beaucoup plus de complexité. Parce que nous avons plusieurs rois en pays women. On a au moins une dizaine de rois en pays women qui sont des vrais rois. Des rois qui ont une histoire, des rois qui ont une origine et qui ont un territoire et une population à un moment donné de l'histoire de cette région. Parce que Pays Women, ça contient environ 4 communes selon le découpage territorial, c'est 4 communes. Et dans ces 4 communes, il y a par exemple le roi des Rouedo. On dirait pas quelqu'un qui dit non, c'est un roi. Il a un peuple avec lequel il a migré depuis
leur origine. Il y a le roi des Fanvino qui a migré depuis Yaïfé. Il y a le roi des Wémé nous-mêmes, les descendants de Togbo Rossou qui ont créé une royauté. Il y a le roi des Tosso, Tosso Rossou qui ont quitté Egba. Le pays Wémé a une complexité en matière de royauté et il faudra qu'on y tienne compte. Parce que si on considère comme une entité homogène, on fausse. Et ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a comme un conflit latent, un peu, parce que la communauté des women descendants de Togbo Rossou, ayant une population plus grande et ayant été les premiers à avoir le contact, je dirais, avec l'homme blanc, ont écrit l'histoire de Wémé à travers leur histoire à eux. Alors qu'à côté d'eux, il y a d'autres royautés qui ne sont pas des moindres, mais dont l'espace démographique n'est pas aussi grand que la leur. Mais ces royautés existent, ont toujours existé et continuent d'exister à ce jour. Et au Bénin, aujourd'hui, quand on veut parler du Bénin, on dit le royaume d'Anromain. Très peu de personnes parlent par exemple du royaume de Niki, du royaume de Porte-Novo, du royaume de Consort, alors qu'il y a une multitude de royautés au Bénin. Mais comme ceux d'Abomey étaient les premiers à écrire l'histoire, les premiers à avoir le contact avec le blanc a fait une, je dirais, une promotion de la royauté d'Abomey qui apparemment voudrait s'imposer comme la plus grande royauté du Bénin, mais ce qui n'est pas le cas. Le Wéméroué, qui regroupe le peuple de manière générale, sans distinction de royauté et consort. Et c'est toute cette fête aujourd'hui que les gens se retrouvent, même s'il y a quelques polémiques à l'intérieur, mais il y a quand même une fête identitaire par rapport au peuple Wémé qui est au-delà de toutes les royautés, parce que tous les peuples du Wémé n'ont pas de royauté. Il y a certains peuples qui n'ont pas de royauté. Par exemple, quand je prends les Digbenou dans la vallée de Lemé, ils n'ont pas eu de roi. Ils ont eu des chefs de collectivité. C'est là la différence. Il y a certaines tribus qui ont des chefs de collectivité dans la région, mais il y a d'autres qui ont des rois. C'est pour ça que quand on dit que c'est des collectivités, non, c'est pas des collectivités, il y a des rois. Les Digbenou n'ont pas de royauté. Il y a beaucoup d'autres. Il y a par exemple je dirais, les Koumenou n'ont pas de royauté. Il y a d'autres qui sont là, qui n'ont pas de royauté en bonne et due forme, mais qui ont des chefs de collectivité qui sont restés tout le temps, ou bien des chefs de fétiches qui sont restés tout le temps et qui demeurent. C'est-à-dire que la fête regroupe tout le monde sans distinction de royauté ni de collectivité. Oui, c'est vrai que chez nous au Bénin, on connaît trois grands royaumes, trois grands principaux royaumes, le royaume de Dahomey, le royaume de Porto-Novo et puis le royaume de Niki. Mais au-delà de ça, il y a quand même d'autres royaumes qui ont existé, la preuve. Il a été précis. Ouais. La preuve, il a été précis en disant de vrais rois. Ouais. Il y a de vrais rois, voilà, et dans le même temps, il y a de faux. Il y a des rois autoproclamés. Et je pense que dans ce développement, le docteur Delors Faton nous parlait donc de ces rois qui, effectivement, ont marqué l'histoire de Wémé. Voilà, de la région Wémé. Wémé, précisément. Voilà, ouais. Et oui, mesdames, messieurs, nous revenons donc dans le présent après avoir fait un tour dans le passé. Et puis, vous savez que chaque jour que Dieu fait, nous, Africains, et en général, et nous, Béninois en particulier, avons des noms que nous donnons à nos enfants, à nos progénitures, pour donc signifier telle ou telle chose, pour marquer telle ou telle chose. Et aujourd'hui, en nouvelle diffusion, nous allons vous faire redécouvrir un prénom africain que nous avons eu à étudier par ici. Alors, bonjour, doyen Martin Villon. Bonjour. On vous a déjà présenté, hein? Oh oui. Non, c'est pas moi qui l'ai présenté, hein. C'est notre réalisateur Timothée Ronton qui l'a présenté aux téléspectateurs. Alors, comment allez-vous, doyen? Bon, je vais très bien. Monsieur Martin Villon, oui, ancien journaliste à l'ORTV, vous êtes à la retraite. Oui, c'est la retraite. Elle est paisible, n'est-ce pas? Je les règne un peu. Ah oui, super. Vous êtes toujours encore en forme? Oui, les gens le disent, mais
Ouais. c'est peut-être une carcasse peinturée. Oh là là. Mais on vous voit déjà ce matin en forme. Hein. On peut que remercier le bon Dieu pour ça. Oui. Avec sa serviette au cou pour nous parler d'un beau prénom de l'ère culturelle Mina. Oui. Et ce prénom, c'est lequel déjà? Amesoué. 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 Et ça s'écrit comment? J'ai bien Amesoué. A M E accent grave. Oui, mais sinon on le fait à l'envers quand c'est alphabétique. D'accord. Amesoué. Il y a H dedans? Non, Y. Y. Ameyé. Amé. Oui. Yé soué. Yesoué, 2 S, O-U-W, E accent aigu. Exactement. Amé, Yesoué. Donc, notre infographiste va essayer de corriger là-bas. Elle dit A, M, E accent grave, Y, E accent aigu, 2 S, O-U-W, E accent aigu. Oui. Voilà, c'est ça. Amesoué, ça veut dire quoi déjà? Amesoué, c'est que dans les familles, nous ne manquons jamais d'avoir d'accrochage. Le jeune homme qui a engrossé votre fille. Oui, vous a fait du bien, non? La famille s'agrandit. On dit en Afrique, lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille s'agrandit. Il faut prendre ses responsabilités si le cercle doit s'agrandir. D'accord. Il n'a pas pris ses responsabilités. D'accord. Vous, parents de la fille, vous faites les premiers pas. Vous ne devez pas faire les premiers pas. Mais c'est vous qui avez fait les premiers pas. Mais vous arrivez chez les parents du garçon, mais on vous bafoue. On ne s'occupe plus tellement de vous, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Non, votre fille, elle vadrouille, elle fait ci, elle fait ça, elle a plusieurs copains à la fois. Et en fin de compte... Mais si c'est le cas, c'est la faute aux parents. Ça veut dire que les parents n'ont pas pu donner l'éducation qu'il faut à leur fille, ou que leur fille n'a pas eu l'oreille d'écouter ses parents, les conseils de ses parents. Écoutez. S'il y a un doute... Est-ce que c'est vérifié? Ce n'est pas vérifié. Donc s'ils le disent, c'est que certainement quelque part, il y a des preuves. Non, non, du tout pas. C'est l'irresponsabilité. D'accord. Parce que finalement, on vous sort... Mon fils ne fait encore rien. Il n'a pas de job. Ok, là c'est un autre argument. Bon, vous voyez, c'est différent de lorsqu'on dit que votre fille... Oui, quand on vous dit ça, c'est qu'on cherche des arguments. Des arguments. Pour pouvoir vous repousser que ça n'arrive pas dans la famille. C'est ça. Mais finalement, bon, d'arrangement à arrangement, on n'est jamais arrivé à s'arranger. Bon, maintenant vous retirez. Votre fille, vous lui dites, tu as vu ce qui s'est passé, ainsi de suite. Maintenant, les 9 mois sont passés. Elle accouche. Écoutez, bon, eux, ils n'ont plus rien demandé. Ça se passe tout de suite, même là où je suis. Il y a 2 semaines seulement. Vous avez vécu ça? Oui, je l'ai vécu. Donc, personne n'est arrivé. L'enfant vient à la maison, on doit faire les cérémonies et ainsi de suite. Mais le père ou le grand-père, souvent c'est le grand-père, le grand-père ou la grand-mère, qui donne le nom à l'enfant qui est né. Paternel ou bien maternel? Maternel. Maternel, oui. Et on dit, bon, écoutez, il y a plusieurs noms, mais comme eux, ils en ont de trop, nous, on n'en a pas. C'est ça. Amesoué. Ah, d'accord. Ils en ont de trop, c'est pourquoi ils refusent. Nous en avons toujours besoin. Alors, sois le bienvenu parmi nous. Parmi nous. Amesoué. Oui. Et traduction littérale, ça veut dire quoi? Amesoué, c'est comme si, je sais pas. Ça dit, il y a l'excédence chez eux. Ah, d'accord. Amesoué. Voilà. Ok, donc c'est ils en ont tellement que ils n'en ont plus besoin. Ils n'en reçoivent. Ils ne veulent plus en recevoir. D'accord. Donc amesoué. Ok. Oui, c'est ça.
Mais vous savez, dans la plupart de ces cas, l'enfant ressemble généralement au père là qui a dit c'est pas mon enfant. Oui, Bon, et à travers si entre-temps, il s'est effectivement passé quelque chose. Non, effectivement, tel que je vous l'ai dit, l'enfant ressemble à son père. Bon, ils finiront par faire les pas pour revenir. Non, la grand-mère a dit l'enfant ne signera pas le nom de ce monsieur. Il va signer mon nom à moi, mon nom de jeune fille. Ah, d'accord. Vous voyez déjà ce qui se passe. Affaire tribunal, ainsi de suite, quand l'enfant va grandir. Oui. Parce que finalement, ils viendront dire on reconnaît cet enfant, mais c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Bon, peut-être ils vont le reconnaître, faire ce qu'ils peuvent faire encore, ce qui est possible pour l'entente, parce que quelque part, l'enfant aussi a besoin de certains liens avec son père, etc. Oui. Même si on ne peut plus changer le nom complètement, bon, ils peuvent se comprendre. Oui. Bon, voilà. Mais on comprend que Ameye Soué, lorsqu'on entend Ameye Soué en même temps, on sait que c'est un enfant qui a été rejeté. Il y a eu conflit. Il y a eu conflit. Oui. Donc, la grand-mère maternelle a dû lui donner ce prénom. Est-ce que c'est nécessairement la grand-mère? Non, le grand-père aussi peut le faire. Voilà. Mais le grand-père du côté, le grand-parent de côté maternel. Qui l'a fait. Et ce prénom, est-ce que ça a une influence? L'enfant qui sait que, bon, il porte un prénom qui signifie qu'il a été rejeté par son père, est-ce que quelque part, ça ne va pas le déranger au milieu de ses collègues, de ses camarades qui connaissent la signification de ce prénom? Ils vont vouloir l'embêter peut-être et dire bon, tu es un enfant bâtard, ton père t'a rejeté, tu n'as même pas été reconnu. Parfois, quand il veut prendre la parole en public, on lui dit non, ben toi tu n'as pas, etc. Est-ce que ça ne stigmatise pas de façon négative cet enfant qui le porte? Non, ça n'agit pas sur l'enfant. D'autant plus que dans la famille, personne ne lui explique. Bon, il peut demander après, bon, pourquoi est-ce que j'ai eu ce nom, ainsi de suite. On lui dit non, parce que, écoute, tout au départ, on ne va pas te raconter ceci, cela. Mais tout au départ, rien n'a été, ce n'est pas le poteau rose qui a été. Et maintenant, on le laisse. Bon, pourtant, il est toujours gêné. Bon, il est toujours gêné. D'ailleurs, si quelqu'un porte ce prénom qu'on ne lui a jamais expliqué, à travers l'explication que vous donnez aujourd'hui, et surtout, il ira questionner ses parents. Oui, il les questionne, et surtout quand il ne voit pas son père. Bon, les autres, les enfants qui sont dans la maison, leur papa vient, ainsi de suite, mais à lui, il va se poser de questions. C'est ça. Monsieur Martin Villon, quel doit être le comportement de Ameye Soué dans la société? Est-ce qu'il ne doit pas être replié sur lui-même? Non, du tout pas. C'est des enfants qui s'en fichent trop. C'est des enfants qui sont, écoute, ni vus ni connus. D'accord. Ils agissent. Très effacés. Correctement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Martin Villon. À demain. Eh oui, Ameye Soué. Ameye Soué, de toutes les façons, non. Ameye ne nous a pas soué ici. Donc, on a besoin. Vous voulez dire Ameye Soué? Non, Ameye Soué, oui. Vos souhaits, donc. Non, c'est pas souhait. Il ne faut pas franciser le nom maintenant. C'est Ameye Soué. Merci. Ameye Soué. Toutes nos salutations à tous ceux qui sont Ameye Soué, qui nous suivent. Ah oui. Et merci également à notre doyen Martin Villon. Beaucoup de santé, beaucoup de force également. Et merci au duo d'entretemps. D'entretemps, vraiment. Oui. Voilà. Allez, mesdames, messieurs, ce qui va surtout de suite, c'est la capture. Et vous savez que c'est notre façon aussi de vous faire réfléchir, de vous faire rigoler, pourquoi pas, de vous faire mener des réflexions, des débats. Voici la capture du jour. De quelle image sera-t-il question ce matin, mesdames, messieurs? C'est Ange Niquez qui nous l'envoie. C'est écrit là. Maison à vendre avec les habitants. Non, finalement, il ne veut plus de la maison ni des habitants. Non, mais ça, c'est... Attendez, ça, c'est quelle affaire, ça? Maison à vendre avec les habitants dedans.
Ah, qui a osé faire ça? C'est le propriétaire de la maison ou bien les gens du quartier? Parce qu'il faudrait... Qui veulent plus d'eux dans le quartier. S'ils veulent plus d'eux dans le quartier, ils vont voir la maison. S'ils vendent la maison avec les habitants dedans, le nouveau propriétaire sera obligé de garder les habitants dans la maison. La maison sera, ils n'ont rien changé en fait. Je me demande bien ce qui a motivé. Est-ce que c'est sous l'effet de colère que... C'est sérieux quoi. Certainement ça doit être le propriétaire de la maison. Maison à vendre. Avec les habitants. C'est qu'il est fatigué d'eux. En réalité, quand vous achetez ça, la maison vous appartient. Les habitants qui sont dedans vous appartiennent. Et les habitants, vous faites de ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Ah ouais, tranquillement. Si vous voulez, vous créez une ferme et chaque matin, vous les envoyez travailler dans la ferme. Ça, c'est un bon marché, hein? Une bonne affaire. C'est une très bonne affaire. Comment? Qu'est-ce que vous croyez? Vous les menez comme vous voulez. Non, mais quand même, les êtres humains ne sont pas des choses à vendre. On a dépassé cette étape-là. Non, attendez, c'est bien écrit que la maison est à vendre avec les habitants. Voilà, la précision est de taille. Il aurait fallu ne pas ajouter les habitants que la maison comprendrait. Mais si vous achetez avec les habitants, bon, vous les dirigez à droite comme vous voulez, vous les dirigez à gauche comme vous voulez. Donc, vous vous en foutez, il n'y a pas de souci. Il paraît qu'il y a des occupants impossibles dans certaines maisons. Donc, ça peut s'expliquer. Non, de toutes les façons, on ne peut pas... On ne peut pas vendre la maison et les habitants dedans. Chacun jouit de sa liberté. Donc, voilà. Allez, merci à Ange. J'espère que ce n'est pas une maison en location. Que le propriétaire est fatigué des locataires et il veut vendre la maison et il aura affaire à la justice. Certainement qu'il demande, bon, sortez, je ne veux plus de vous. Il aura affaire à la police. On dit demain. Et puis, il est bon, maintenant, je vends et la maison. Et vous. Et les habitants. Et les habitants dedans. Oh Dieu. Allez, merci beaucoup à vous, Ange Riquet Dorego. Merci également à Arnaud Adadia, notre chef d'édition, qui nous a concocté tout ceci. Allez, heureuse d'annoncer aujourd'hui, donc nous sommes jeudi. Nous sommes jeudi. Et les jeudis, nous parlons business. Business, et oui, c'est l'instant éco tout de suite même. Et le business que nous allons vous proposer aujourd'hui, c'est de produire du poisson. Waouh, ça c'est un bon business. Oui, allez, on vous retrouve déjà dans... Voilà, Instant Éco. Oui. Alors, la pisciculture, il faut dire que c'est l'élevage de poissons en eau douce, saumâtre ou salée. Et il existe deux familles principales de la pisciculture. Alors, nous avons la production qui se fait en étang, avec un bassin en terre dans lequel les poissons se nourrissent complètement ou partiellement à partir de la production biologique du milieu. Mais nous avons, dans un autre côté, la production intensive en bassin artificiel ou cage dans lesquels les poissons sont exclusivement nourris avec des aliments fournis par le pisciculteur. Voilà deux différentes manières de produire du poisson, mais avec les images que nous avons, c'est également là, nous avons le poisson disponible. Oui, au niveau de la mer. De la mer, c'est la nature qui nous l'offre. Ouais. Ça, et voilà, nous avons des pêcheurs. C'est des poissons vivants. Hein. Très bien sûr. Wow. Fraîchement pêchés, on va dire. Fraîchement pêchés. Ben, il faut dire quand même qu'au Bénin, le poisson constitue la source de protéines animales la plus importante dans l'alimentation de la population, qui ne mange pas du poisson. Vous voyez, les bonnes dames sont en train de les frire. Là. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Ce type de poisson, c'est tellement délicieux. Dis donc, quand on fait ça dans la sauce Guézo. Quelle sauce vous appelez sauce Guézo? C'est la sauce graine qu'on appelle sauce Guézo, en l'honneur au roi Guézo qui a apporté le palmier à huile ici au Bénin, au Dahomey. Ah d'accord. Ah ben voilà. Mais il faut dire, mesdames et messieurs, que près de 84,61% et 13,7% des 58 000 pêcheurs opérant sur les eaux continentales au Bénin exercent respectivement au sud, au centre et au nord. Au nord, on se dit souvent qu'il n'y a pas de pêcheurs. Bien, il faut le savoir aujourd'hui. Nous avons des pêcheurs au centre, au sud et au nord. Et la production nationale annuelle est en moyenne de 30 390 tonnes entre 1998 et 2016. La production aquacole est relativement faible par rapport à la production nationale. Et on invite aujourd'hui les Béninois, les jeunes qui cherchent à s'investir dans un secteur d'activité,
d'investir dans la production du poisson. Il y en a la qui le demande font. est là. Oui, il y en a qui le font et je pense que l'État doit pouvoir les accompagner et faire en sorte que leur business soit rentable. Voilà. Et que nous aussi, on consomme local. On va consommer local. Malheureusement, il y a l'importé qui envahit et qui est accessible aux citoyens. Oui, tout à fait. Mais vivement que ces producteurs privés qui exercent sur notre territoire aient les facilités afin de réduire le coût, le prix d'achat à leur niveau. Voilà, pour que ce ne soit pas plus cher. Plus cher. Mais néanmoins, il faut quand même préciser, pour terminer, qu'il y a quelques contraintes qui freinent le développement du secteur de la pêche et de l'aquaculture au Bénin. Elles sont d'ordre, ce sont des contraintes qui sont d'ordre écologique, institutionnel, socio-culturel, économique et sanitaire. Il est donc nécessaire que l'État voit quelles dispositions prendre. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche prennent des dispositions. Avec le ministère de l'Environnement. De l'Environnement. Le ministère du cadre de vie plus précisément. Et de la Santé prennent les dispositions nécessaires pour qu'on puisse avoir du poisson à foison et que nous pêchons. Pourquoi pas les citoyens aussi quelques espaces réservés une petite à l'arrière-cour, où on élève le poisson. En attendant d'élever le poisson, heureuse d'annoncer à la descente de l'antenne, on va manger du poisson. Il faut du poisson frais. Ah oui, pourquoi pas. En début d'émission, j'ai réclamé quoi? D'accord, avec du et j'ai eu en retour une éducation, une expression pédagogique. Une sortie pédagogique. Maintenant, on me promet quand même du poisson. Je vous crois sur parole. Demain, je viendrai rendre compte aux téléspectateurs. Merci à vous, heureuse d'annoncer pour l'instant écho de ce matin. C'est moi. Et oui, allez, mesdames, messieurs, votre émission poursuit son petit bonhomme de chemin. Nous allons boucler dans quelques instants. Mais eux, ils sont de retour pour le deuxième passage. Ce sont les Aigles du Bénin. C'est une compagnie de comédie qui nous a visités ce matin. Alors, chers amis, rebonjour et re-bienvenue sur le plateau. Les larmes finalement séchées. Finalement, vous avez fini de pleurer. Il va savonner. D'accord. donc moi, je ne mange pas d'agouin, quoi. Donc vous aussi, vous êtes d'accord pour d'agouin? Moi, je ne vais pas manger d'agouin. Moi aussi, là, j'ai dans les bouts. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous allez apporter le poisson? Qui connaît d'agouin? Je sais connaître d'agouin. J'ai mangé ça avec soukoutou. Ah bon? En plus, j'ai boire soukoutou. Soukoutou. Du soukoutou. Voilà. Ah non, vraiment, nos parents du Niger, il faut bien tendre les oreilles pour écouter. Et si j'ai fini de voir ça, j'ai pris un craven. Un craven là. C'est quoi craven? Tu n'as pas connu un craven cigarette? Non. Ça nuit. Nous, on ne fume pas. À la santé. La cigarette n'est pas une bonne chose. Et le temps là, il a le dit. Ah bon? Le temps là, il a le dit tellement que même quand tu es parti dans les vents là, tu vas voir et ça fait des fans yoga là. Tu vas croire que c'est l'argent. Comment ça? Le temps, il est dit tellement que tout le monde là, ils ont dit comme le temps là le dit là, de commencer par attacher bouche avec casse-nez. Ah, d'accord. Même quand moi j'ai regardé télévision là, j'ai vu Christian Yolando là. Lui aussi il a attaché bouche, j'ai dit quoi? Le temps là, il a le dit, c'est lui aussi. Non, ça c'est le coronavirus qui oblige tout le monde. C'est pas le temps qui est dit. Ah, donc ce n'est pas le temps qui a le dit là. Non, c'est pas le temps qui est dit. C'est le corona qui est dit. C'est pour ça moi là, j'ai mangé un par jour maintenant. Ah non, il faut mettre les masques pour éviter d'attraper le coronavirus. Soit il faut respecter la distanciation sociale. Donc c'est à cause de Covid là, ils ont dit c'est pas Covid, c'est Covid. Ah d'accord. Voilà. Mais quand moi je vois toi là, tu as ressemblé à quelqu'un pour moi. Ah bon? Il y a un jour là, il a vendu les choses dans mon quartier. Moi, ma femme, il a venu chez lui là. Il a dit à ma femme de me dire que préservatif que moi je suis venu c'est là. Que c'est déjà disponible. C'est pas moi. Moi j'ai laissé les lui depuis si moi j'ai attrapé les lui là. À cause de lui là, ma femme là, il a parti. C'est vous qui êtes allé chercher. Est-ce que moi j'ai dit que si ma femme là, il a venu là de dire à ma femme que un produit que le produit il y a retour de stock, on vient vous informer après de l'arrivée. Donc le temps là, il a le client fidèle quoi. Merci beaucoup. Le temps là c'est dur hein. Nous le redis. Ensemble c'est mes gens voyant d'eau. Bon Dieu, oui d'eau nous finit. Bon. Bon jeté, c'est mis dans 100 francs. Bon c'est mis dans quoi nous quelqu'un non. Kaka quelqu'un on a quoi là si tu quoi qu'on de mon nous le ko comme. Et ben sur 100 francs parce que nous y a bien 100 francs n'ennemi. Bon non mais d'accord.
inkwewea ndo sokwe mi ndo bondo ndo ko da benye jeti opone de weda city o nu nye sokwe do come na so wa ben so apono kaka pe non eko wede e o konde c'est pas l'argent. Les amis, ce qu'on va faire, vous allez revenir demain matin. Voilà pour un autre tableau, d'accord. L'émission est déjà le temps est parti, est déjà arrivé carrément à terme. D'accord. Vous êtes encore avec nous demain matin pour faire de la bonne humeur, de la bonne ambiance. Oui, et que le Nigérien revienne avec son épouse. Avec son épouse qui est partie. Attends, la tiens, voir ma femme. Allez, chers amis, on va boucler la boucle avec la musique. Le clip du jour. Clip du jour. Tout à fait. C'est avec notre ami Rémi Adam. Depuis le début, tu fais que me négliger. Tu m'as vu une fois mais plus tu m'as négligé. Je t'ai dit patiente, baby. Je sais que j'ai de l'avenir. You don't écouter Eh oui, patience, hein, il faut forcément donc être patient dans la vie, ne pas négliger les petits débuts, les modestes débuts, car ça ira toujours heureuse. Oui. On se retrouve demain. Demain avec le même plaisir. Oui, merci pour cette charmante et chaleureuse compagnie. Mesdames, messieurs, demain matin, on vous retrouve toujours avec la même fidélité. J'étais piéton, j'étais pauvre à tes yeux. Désolé, maman, je suis désolé, maman. Tes amis se moquaient de moi et toi t'as pas cru en moi.